Johan Cruyff a durablement marqué l'histoire du foot, en tant que joueur d'abord, puis en tant qu'entraîneur et dirigeant, mais il a aussi la particularité d'avoir évolué aux côtés de certains des plus grands, alors quand Cruyff nous donne son 11 de rêve, on l'écoute avec intérêt. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai terminé il y a quelques jours les mémoires de Cruyff, son autobiographie. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent parce que j'avais posté un extrait où il est question notamment de Roberto Martinez. Allez voir si ça vous intéresse ou si vous êtes belge. Mais donc j'ai fini le livre, qui est pas mal au passage. Et dans les toutes dernières pages, Cruyff se livre à un exercice qui est devenu assez classique maintenant chez les anciens footballeurs, c'est composer son 11 idéal. Et alors c'est pas toujours le cas, mais j'ai trouvé celui-ci très intéressant parce que au lieu de juste nommer ses anciens amis ou alors purement les meilleurs joueurs à chaque poste, il a vraiment essayé de créer un 11 cohérent où les joueurs s'équilibrent, on sent le tacticien à l'œuvre et donc j'ai voulu vous partager ça. Alors je vous donne les joueurs de son 11 dans l'ordre dans lequel il les amène lui, parce qu'il a une manière assez intéressante de le faire, et il commence par les ailiers avec Piet Keizer à gauche et Garrincha à droite. Alors c'est peut-être le joueur le moins bien connu de ce 11, mais de 1961 à 1974, Keizer a joué toute sa carrière à l'Ajax, il a remporté 3 Ligues des Champions, et il a la particularité d'avoir précipité le transfert de Cruyff au Barça quand ses coéquipiers à l'Ajax l'ont élu capitaine, au détriment de Cruyff donc, mais sans rancune apparemment puisqu'il est l'ailier gauche de son 11. Et alors pour les historiens du foot, et notamment Nico Schepmacher, un Hollandais, il était peut-être encore meilleur que Cruyff, mais en ne quittant jamais l'Ajax, il a peut-être aussi limité ses horizons. Et puis à droite, donc, on a Garrincha, sûrement le dribbleur le plus doué que le Brésil ait produit, élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 62, remporté par le Brésil, 245 buts en 614 matchs pour son club de Botafogo. Il était très petit, 1m69, et ses jambes tordues sont vraiment entrées dans la légende. Aujourd'hui encore, le vestiaire principal du Maracanã porte son nom, et en 58, le défenseur du Pays de Galles, Mel Hopkins, qui avait été vraiment torturé par les dribbles de Garrincha, déclare « Je pense honnêtement qu'il est un plus grand danger encore que Pelé, il est un phénomène capable de magie pure ». Au milieu ensuite, Cruyff choisit Bobby Charlton et Alfredo Di Stefano. Alors l'anglais était le prince de l'axe pour Manchester United, 199 buts en 606 matchs, son endurance exceptionnelle et son goût pour l'attaque ont d'ailleurs porté l'Angleterre au titre de champion du monde en 1966, l'année qu'il a également vu gagner le Ballon d'Or. Sa botte secrète, c'est un peu cette frappe de l'extérieur de la surface qu'il manie à merveille, et ses titres de meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et de la sélection anglaise n'ont été dépassés que récemment par Wayne Rooney. L'Argentin Di Stefano, lui, était un joueur offensif extrêmement complet, rapide et puissant, mais doté aussi d'une excellente vision du jeu, un vrai créateur et dont l'armoire à trophées est impressionnante. Ses 216 buts en 282 matchs au Real Madrid lui ont permis de remporter 5 Ligues des Champions et 2 Ballons d'Or. Celui qui était surnommé la Flèche Blonde a la particularité aussi, bien qu'argentin, d'avoir évolué également sous les couleurs des sélections nationales colombiennes et espagnoles. Eusebio et Just Fontaine, deux de ses contemporains, l'ont désigné comme le joueur le plus complet de l'histoire du football. Et ce qui est intéressant, c'est que Cruyff justifie à chaque fois ses choix, et en l'occurrence, il dit « Brillants tacticiens et techniciens, Bobby Charlton et Di Stefano sont de grands footballeurs, ils sont aussi solides physiquement, ce qui leur permet de fournir sans problème un travail supplémentaire pour des stylistes comme Keizer et Garrincha, au lieu que ce soit l'inverse. » Derrière ensuite, Cruyff commence par les latéraux et il sélectionne Ruud Krol à gauche et Carlos Alberto à droite. Partenaire de Cruyff à la grande époque de l'Ajax, Krol a donc 3 Ligues des Champions à son palmarès et 339 matchs disputés sous les couleurs ajacides. Finaliste de 2 Coupes du Monde avec les Pays-Bas, il a même porté le brassard en 78 après la retraite internationale de Cruyff, et sur le terrain il était un digne représentant du football total hollandais, un latéral capable de jouer libéraux ou milieu défensif, doté d'un excellent sens de la passe et déterminant dans sa capacité à récupérer haut le ballon pour initier les mouvements offensifs de son équipe. À droite maintenant, Carlos Alberto est une légende du football brésilien, dont vous avez déjà sûrement entendu parler sur la chaîne pour son rôle déterminant dans l'épopée de la Seleção en 70, rapide, physique et capable de conclure les mouvements collectifs comme ce but en finale de Coupe du Monde qui est entré dans l'histoire. Carlos Alberto se distingue avant tout par sa vision hors norme et sa capacité, comme Krol, à créer le jeu. Dans ce choix de latéraux très offensif, la patte Cruyff s'exprime et encore une fois, on sent l'envie de créer un ensemble cohérent quand il justifie. Je choisis Krol et Carlos Alberto car leur intelligence de jeu, leur technique et leur rapidité soutiendraient Charlton et Di Stefano et ainsi ces milieux de terrain ne s'épuiseraient pas à courir. Ensuite, Cruyff poursuit en énumérant d'une traite les 4 joueurs axiaux manquants.
Beckenbauer et Guardiola en défense, Maradona et Pelé aux avant-postes. Alors Franz Beckenbauer, c'est évidemment le Kaiser, un surnom qui signifie en allemand l'empereur et qui exprime ses qualités de leadership sur le terrain, son élégance balle au pied et la sensation de domination totale qu'il dégageait. Il était initialement formé au poste de milieu de terrain, mais il recule d'un cran au début de sa carrière pour devenir défenseur central avant de révolutionner son poste. On lui attribue souvent l'invention du rôle de libéro, une sorte de meneur de jeu reculé à la vision exceptionnelle qui lance les attaques de son équipe depuis l'arrière au Bayern Munich, et en tant que défenseur donc, il inscrit 64 buts en 439 rencontres, assez pour décrocher 4 Bundesliga, 3 Ligues des Champions consécutives et 2 Ballons d'Or, avant de s'envoler pour le championnat américain, qui est à l'époque encore plus populaire pour les grands joueurs en fin de carrière qu'aujourd'hui. Au New York Cosmos, il joue d'ailleurs pendant 3 saisons aux côtés de Carlos Alberto. On n'est pas loin de la défense rêvée de Cruyff. Et une dernière phrase pour Beckenbauer, rappelons qu'il est avec Mario Zagallo et Didier Deschamps donc depuis très peu le seul footballeur à avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur en 74 et en tant que sélectionneur en 90. A ses côtés, Cruyff lui associe donc Guardiola, dont la carrière d'entraîneur est sûrement encore plus brillante que sa carrière de joueur, mais il a tout de même accompli sur le rectangle vert des choses dont la plupart des footballeurs ne peuvent que rêver. 4 Ligas consécutives sous le management de Cruyff, la Ligue des Champions remportée en 92 contre la Sampdoria, et puis un rôle de capitaine des Blaugrana de 97 à 2001. À 30 ans, Guardiola quitte le Barça et sa carrière de joueur est presque terminée. En fait, il veut voyager le plus possible pour s'imbiber de différentes cultures tactiques à Brescia, en Italie, sous les ordres de Carlo Mazzone, et au Dorados de Sinaloa, au Mexique, aux côtés de Juan Manuel Lillo. Il prépare déjà sa carrière d'entraîneur, qui lui apportera, on le sait bien, la gloire absolue. Et puis un peu plus haut donc, on retrouve ce fameux duo, peut-être les 2 meilleurs joueurs du monde avant le choc Messi-Ronaldo, avec d'abord le Pibe de Oro, Diego Armando Maradona, un attaquant de poche, 1m65 mais tellement redoutable, dont la qualité de percussion exceptionnelle est illustrée par ce qui est souvent considéré comme le but du siècle contre l'Angleterre, un quart de finale de Coupe du Monde que Maradona fait entrer dans l'histoire, en inscrivant aussi un but de la main, symbole de la part d'ombre qui a parfois hanté sa carrière, mais aussi de la détermination si argentine et qui a conduit l'Albi Céleste au second titre mondial de son histoire en 86. A ses côtés, le roi Pelé est peut-être la première superstar de son sport, 619 buts en 638 apparitions sous le maillot de Santos, mais surtout les 3 premières étoiles de la Seleção, 3 Coupes du Monde, dont la première à 17 ans qui le voit éblouir la planète football, sa frappe puissante, son sens du dribble typiquement brésilien, son intelligence exceptionnelle, face à la lumière du roi Pelé, les qualificatifs pâlissent, alors on en restera là. Et je pense pas que la nomination de ce duo d'attaque avait besoin d'une longue justification, mais pour Cruyff, Maradona et Pelé se complètent parfaitement à l'avant, parce que le grand sens des responsabilités de Pelé s'associe parfaitement à l'individualisme de Maradona. Je suis sûr que, durant un match, Pelé serait comme un père pour Maradona et verrait sur lui, et comme les footballeurs sont sensibles à ces choses-là, Maradona trouverait un moyen de lui rendre la politesse, ce qui fait que Pelé pourrait lui aussi exploiter au maximum son potentiel. Enfin, au poste de gardien, Cruyff choisit Lev Yashin, et c'est un choix qui m'a ravi. Ceux qui ont vu mon analyse de Yashin il y a quelques mois maintenant savent que c'est mon gardien préféré, l'araignée noire, en référence à la fois à son maillot et à sa mobilité extraordinaire, a vraiment révolutionné son poste, n'hésitant pas à aller au-devant des attaquants, à tisser sa toile dans la surface de réparation, voire au-delà, à une époque où les gardiens avaient tendance à rester scotchés sur leur ligne. Yashin, c'est clairement la grande classe qui n'a connu que 2 équipes dans sa carrière, le Dynamo Moscou en club de 50 à 70 et la sélection soviétique de 54 à 67 qu'il a d'ailleurs porté au titre de champion d'Europe en 60. 3 ans plus tard, il reçoit le Ballon d'Or et il reste à ce jour le seul gardien à avoir décroché la plus prestigieuse des récompenses individuelles, un symbole fort de son talent hors norme. Cruyff évoquait tout à l'heure l'apport de Pelé, dont le sens des responsabilités lui permettait, selon lui, de veiller sur l'équilibre collectif de l'équipe. Il poursuit: c'est pour la même raison que le gardien de mon équipe idéale serait le légendaire Lev Yashin, une figure paternelle, rassurante, qui saurait faire revenir toutes ces étoiles sur Terre, ne serait pas malvenue au milieu d'un tel concentré de talent. Voilà les amis, c'était le 11 idéal de Johan Cruyff. C'est une équipe extrêmement offensive, avec 4 attaquants, mais aussi 2 milieux de terrain qui étaient reconnus pour leur qualité exceptionnelle dans le dernier tiers, et puis 2 défenseurs centraux qui sont en fait de vrais libéraux. Mais ça fait sens, parce qu'il ne faut pas oublier que la philosophie de Cruyff, celle du football total, elle se fonde sur la prémisse d'un jeu séduisant, offensif, et qu'à ses yeux, la défense idéale en fait se placerait très haut sur le terrain pour récupérer immédiatement le ballon dans les zones dangereuses, et donc dans cette perspective-là, pas besoin de stopper ou de sentinelle.
Je crois que c'est Guardiola qui disait qu'idéalement il aimerait pouvoir jouer avec 10 milieux centraux. J'aimerais bien voir la gueule de son 11 type, mais en tout cas ça nous montre à quel point l'idée qu'on se fait du football est déterminante dans le choix des joueurs. Dernière chose, ça fait quelques jours que j'étudie cette équipe maintenant, et il y a une chose qui m'a longtemps perturbé et qui vous a peut-être frappé aussi, où est Cruyff ? Et oui, comment est-ce qu'un tel génie du football, qui a révolutionné son sport, que beaucoup placent dans le top 3 des plus grands joueurs de l'histoire, voire plus, et qui en plus est un mec qui a un peu d'ego, ça se lit quand on lit son livre, comment est-ce qu'un joueur comme ça, comment est-ce que Cruyff n'est pas dans ce 11 ? Et bah ma théorie, c'est que c'est pas par fausse modestie, c'est pas par politesse, c'est qu'il l'est en fait, c'est qu'il l'est dans ce 11, même s'il le précise pas, parce qu'il en est l'entraîneur. Ces justifications extensives au niveau tactique plaident un peu en faveur de cette hypothèse, et n'oublions pas que si Cruyff le joueur a évidemment marqué l'histoire de son sport, Cruyff l'entraîneur s'est bâti aussi un très joli palmarès, 4 Ligas, 2 C2 et une Ligue des Champions en 92, il a aussi théorisé les principes footballistiques qui ont porté plus récemment des équipes comme le Barça, voire peut-être la sélection espagnole à la gloire suprême. Finalement la seule chose qui manque à sa carrière, et c'est quelque chose qu'il dit dans son livre, qu'il regrette, c'est de ne pas avoir été le sélectionneur des Pays-Bas. Voilà les amis, cette fois c'est vraiment la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si vous voulez pas rater l'analyse de demain, et surtout, dites-moi dans les commentaires votre 11 idéal, votre 11 type, je ferai peut-être le mien un jour, donc voilà, donnez-moi un peu d'inspiration, et en attendant je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, on se retrouve demain donc, bisous.